Bonjour à tous, chers amis de météopédagogie et des décryptages météo. Bienvenue dans le décryptage météo numéro 39 où nous allons beaucoup revenir aux fondamentaux de la météorologie avec les points de rosée, les fronts chauds, les fronts froids, les occlusions, les masses d'air tropicales, continentales, l'humidité, l'instabilité, tout ce qui fait la base de la météorologie. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus, c'est important pour le référencement, les partages, les abonnements, etc., etc. C'est important pour que la chaîne continue à progresser. Mais sans plus attendre, plongeons-nous donc dans ce fameux point de rosée. Pour développer notre propos, revenons à la base et définissons ce qu'est le point de rosée. Après tout, nous parlons ici de rosée et tout le monde sait ce que c'est. Que la rosée, c'est simplement l'humidité qui se dépose sur la végétation à certains moments. Et donc, le point de rosée est une température. Il s'agit de la température à laquelle la masse d'air doit se refroidir afin d'atteindre la saturation. Lorsque la température du point de rosée et celle de l'air sont identiques, la masse d'air aura donc atteint une humidité relative de 100%. Il s'agit en quelque sorte du point de condensation. C'est à cette température que les nuages se formeront si cela se produit en altitude ou des bancs de brouillard ou des dépôts de rosée à proximité du sol. D'où donc l'utilisation de cette expression point de rosée. La température de l'air est toujours supérieure ou égale à la température du point de rosée et ne peut y être inférieure. En effet, une fois que la température de l'air s'abaisse jusqu'à celle du point de rosée, cette première s'abaissera nettement plus lentement et en concert avec celle du point de rosée au fur et à mesure que la masse d'air perd en contenu de vapeur d'eau par condensation. Partant de cette définition, il est facile de comprendre que plus l'écart entre le point de rosée et la température à l'air libre sera grand, plus l'humidité sera faible. Et inversement. Et pour bien comprendre tout ceci, eh bien, prenons la différence entre deux stations en ce 30 octobre 2025. Vous avez Berlin d'un côté et la plaine d'Alsace de l'autre, deux stations avec des points de rosée équivalents. Mais si nous prenons la température de l'air libre pour ces deux stations, eh bien, nous allons constater qu'il y a clairement une différence. À Berlin, il faisait 11 degrés en ce 30 octobre 2025, alors qu'en plaine d'Alsace, c'est de 15 à 17 degrés. Donc, l'écart est plus grand entre ces deux stations, alors que la pointe de rosée est à des niveaux identiques. Conclusion de tout ceci, et nous allons le voir sur la carte suivante, eh bien, tout simplement, le taux d'humidité sera plus faible dans la plaine d'Alsace. Cette carte du taux d'humidité le démontre très très bien. Vous avez donc à Berlin 70 à 75% d'humidité relative, alors que dans la plaine d'Alsace, vous tournez autour de 50%. Donc vous avez clairement des points de rosée identiques, mais vous avez 5% donc, de plus à l'air libre dans la plaine d'Alsace, et donc par effet mathématique et scientifique, vous avez 20% d'humidité en moins, c'est QFD. Nous signalerons que la plaine d'Alsace est relativement coutumière d'une humidité relative assez basse dans certaines conditions. Il est relativement connu que, par exemple, des flux d'ouest qui viennent percuter les Vosges, ils déversent beaucoup d'humidité, alors que derrière, dans la plaine d'Alsace, eh bien, il y a ce qu'on appelle un effet de feu local, comme on rencontre dans les Pyrénées, qui assèche la masse d'air, mais nous pouvons aussi l'observer dans tout ce qui est le sud de l'Allemagne, parce qu'au final, vous avez des points de rosée bien élevés sur le nord de l'Italie, dans ce flux de sud qui s'organise à l'avant d'une dépression sur l'Atlantique, et donc vous avez beaucoup d'humidité sur le versant sud des Alpes, mais sur le versant nord, eh bien, toute cette humidité a été retirée par donc ce flux des sud qui ensuite redescend de l'autre côté et qui se comprime de manière adiabatique,
C'est comme un effet de feu sur les Pyrénées qui se réchauffe et surtout s'assèche. Mais ce qui va être intéressant maintenant d'analyser, c'est ce qu'il se passe par l'ouest de l'Europe, puisque vous aviez effectivement des points de rosée assez bas sur plutôt la partie continentale de l'Europe, alors que par la façade atlantique, eh bien, vous avez clairement des points de rosée à deux chiffres qui s'affichent. Ces différences de points de rosée s'affichent très bien sur cette carte des points de rosée du modèle allemand du 30 octobre, avec donc des points de rosée autour de 5 degrés sur l'Europe continentale, mais on voit donc ces valeurs à 10 chiffres qui apparaissent sur la façade atlantique, avec même le dessin d'un enroulement qui montre l'enroulement dépressionnaire d'une dépression sur le proche Atlantique. Et c'est donc cette image-là qui va être très intéressante à analyser dans les prochaines minutes de ce décryptage. Lorsque nous prenons la structure classique d'un système frontal, c'est souvent avec les mêmes éléments. Avant le front chaud, donc vous avez l'air froid antérieur qui est progressivement remplacé par l'air chaud qui monte d'abord par-dessus et donc vous avez toujours ce subtil dégradé allant du cirrus, cirrostratus, altostratus, etc. en allant vers les nimbostratus et les stratocumulus qui dégénèrent en précipitation. Et puis une fois que le front chaud est passé, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le secteur chaud, c'est-à-dire la zone entre le front chaud et le front froid qui suit derrière, où vous avez des structures nuageuses un peu variables. Alors ça peut être un temps assez agréable en plein été, mais si vous êtes en plein hiver, eh bien souvent, eh bien, vous avez des stratus bas assez désagréables qui nous empêchent de profiter d'une masse d'air plus chaude. Et puis, vous avez le front froid avec une pente nettement plus prononcée, ce qui fait que vous avez des développements beaucoup plus donc accentués en altitude avec des cumulonimbus qui dégénèrent parfois en forte pluie, voire en orage. Et puis, dans l'air froid postérieur, eh bien, vous avez ce qu'on appelle traditionnellement la traîne, avec de l'air froid postérieur dans les basses couches, mais aussi dans les hautes couches, qui peuvent donc provoquer cette instabilité. Et ce qui va être évidemment intéressant dans toute cette structure, c'est d'un petit peu les différencier en fonction de la température, mais aussi et surtout, comme on le fait dans ce décryptage, de l'humidité. Ce qui est intéressant dans ce décryptage, c'est de revenir aux fondamentaux, notamment avec les masses d'air qui sont au nombre de 6 sur cette carte. On pourrait en rajouter une septième ou éventuellement une huitième, puisque vous avez l'air tropical maritime situé évidemment dans les zones tropicales. On pourrait rajouter une masse d'air subtropicale, donc située au-delà des tropiques. C'est évidemment une question de latitude, mais donc évidemment, l'air tropical maritime est chaud et humide, alors que l'air tropical continental est quand même plutôt sec. Et évidemment, nous avons la même différenciation avec l'air polaire maritime et l'air polaire continental. L'un est plus humide parce qu'il circule au-dessus des mers et des océans, alors que l'autre est plus sec. Ceci étant, dans certaines circonstances, dans certaines conditions, eh bien, l'air polaire peut être éventuellement humide si beaucoup d'humidité s'est donc déversée sur le continent, et donc vous pourriez avoir sous une cloche anticyclonique avec de l'air polaire continental et bien vraiment donc des basses couches qui sont particulièrement humides, mais en tout cas, en théorie, l'air continental est évidemment beaucoup plus sec que l'air polaire maritime. Et puis alors les 2 derniers, qui sont peut-être un peu moins connus, eh bien vous avez l'air arctique maritime et l'air arctique continental. Il faut faire la différence entre l'air polaire maritime ou continental qui se situe plus ou moins aux latitudes de l'Islande, un peu au-delà du 60 degrés de latitude nord, alors que l'air arctique maritime ou continental se situe évidemment beaucoup plus proche du pôle. Alors pour ce qui est de l'Arctique continental, c'est même du côté du nord-ouest de la Russie, de la Nouvelle-Zélande, et c'est celui-là qui provoque, qui a provoqué les grandes
vagues de froid, par exemple, des années 80 et d'autres années. Oui, donc c'est avec cette masse d'air-là que nous pouvons plonger à des températures de -10, -20 degrés lors des hivers les plus rudes. L'air arctique maritime, lui, il est aussi très froid à la base, mais il est maritime et donc il peut se recharger en humidité en passant au-dessus des mers du Nord, ce qui va le rendre bien différent de l'air arctique continental s'il arrive jusque chez nous. Si nous continuons avec les différentes masses d'air et leurs caractéristiques, extrait d'un livre qui s'appelle tout simplement La météorologie que je possède, eh bien, donc nous avons alors là 5 masses d'air. Alors nous avons l'Arctique qui peut être divisé en 2 à partir du moment où à la source effectivement, c'est de l'air arctique, continental, donc stable, froid et sèche. Mais donc à l'arrivée, comme vous êtes passé au-dessus, des mers, eh bien cet air devient très instable parce qu'il reste évidemment très froid en altitude, mais il s'est réchauffé à la base avec évidemment des cumulonimbus, des averses donc vraiment très fortes, d'orage, de la turbulence très forte, mais c'est de l'air qui est très très sain et donc, sauf dans les précipitations, vous avez une visibilité excellente de 50 kilomètres qui tombe à 20 kilomètres dans l'air polaire maritime, plus ou moins les mêmes conditions que l'air arctique, mais vu qu'il a une latitude un peu moins élevée, eh bien, la masse d'air est quand même moins froide, mais elle peut quand même provoquer des cumulus cumulonimbus, mais donc des orages moins fréquents dans les précipitations. L'air polaire continental, donc qui est effectivement à la source et en hiver surtout, donc très froid et très sec, mais en été, donc il est beaucoup moins froid, il peut être même particulièrement chaud, et donc la visibilité est bonne. L'air tropical maritime, eh bien, lui, évidemment, il est humide à la base, donc ce qui va provoquer notamment de la bruine dans les précipitations d'hiver avec une visibilité qui est vraiment médiocre. Et l'air tropical continental, et lui, bah, il est beaucoup plus sec, il reste aussi évidemment chaud, avec potentiellement un effet de feu dans les montagnes et une visibilité qui est quand même meilleure que dans l'air tropical maritime, même si ce n'est pas la même visibilité que dans l'air polaire maritime ou l'air arctique. Si nous reprenons la carte que je vous ai déjà montrée plus tôt, eh bien, donc, on peut vraiment distinguer les différents points de rosée, avec des points de rosée quand même assez bas sur l'Europe centrale. Donc, c'est de l'air polaire maritime continentalisé. C'est aussi l'effet de föhn avec le vent de sud. Mais donc, on peut avoir, par exemple, en hiver, de l'air polaire maritime qui coulisse sur le continent et en arrivant au-dessus des terres qui, par essence, assèchent et refroidissent la masse d'air, eh bien, on peut avoir des points de rosée qui s'abaissent. Et donc, vous avez sur la façade atlantique, en ce 30 octobre, avec le point de rosée, eh bien, donc, le point de rosée qui augmente par le sud-ouest, qui montre tout simplement que nous avons une masse d'air plus humide avec des points de rosée bien élevés pour la saison du côté de 16-18 degrés, donc du côté de Madère. C'est la signature de l'air subtropical ou tropical maritime qui remonte dans le secteur chaud de la dépression. Et à l'arrière, eh bien, vous avez de nouveau des points de rosée à un chiffre. C'est donc l'air polaire maritime postérieur avec le front froid qui se situe ici. Et donc front chaud et front froid se rejoignent finalement au nord-ouest de l'Irlande et vous avez l'occlusion qui s'enroule autour de la dépression, donc à l'ouest de l'Irlande. Donc vous voyez que finalement cette carte à travers le point de rosée, eh bien, permet de résumer les différentes masses d'air. Il ne faut pas oublier aussi que vous avez plus au nord donc des points de rosée autour de 0 degré, voire même négatifs. Et sur l'Afrique du Nord, vous avez des points de rosée qui sont quand même relativement bas par rapport à ceux qui se situent du côté de Madère. Donc, c'est l'air tropical continental. Mais donc, à travers la différence des points de rosée, eh bien, on peut clairement constater les différents fronts qui se situent donc dans cette carte. Si nous regardons la carte du 1er novembre, c'est-à-dire 2 jours après, avec les points de rosée, eh bien, nous allons pouvoir observer des détails particulièrement intéressants. Alors, vous avez évidemment toujours le front chaud qui se situe maintenant sur la Pologne, et vous avez un premier front froid, et j'insiste sur le terme premier,
qui donc s'étire à travers la mer du Nord, le Benelux et l'ouest de la France. Mais observez que donc vous avez bien une baisse du point de rosée du côté de la Normandie, mais vous avez une réaugmentation sur le golfe de Gascogne et une nouvelle baisse donc plus au large. Cela signifie clairement que vous avez donc un deuxième front froid qui se situe sur la pointe Bretagne et vous avez une nouvelle baisse du point de rosée, donc plus au large, avec des points de rosée qui se situent à ce moment-là plus proches de 6 degrés, mais vous avez de nouveau un petit secteur chaud qui s'enfonce donc plus sur l'océan Atlantique avec un point de rosée cette fois-ci à 2 chiffres. Mais donc de part et d'autre de ce troisième système, eh bien, vous avez un point de rosée à 1 chiffre, ce qui montre à chaque fois que vous avez bien un front ou un système frontal qui s'organise. Et c'est là où le point de rosée est évidemment intéressant parce que parfois, bien sûr, vous avez des précipitations qui matérialisent ces fronts et ces systèmes frontaux, mais parfois, eh bien, le front, tout simplement, est devenu inactif et ne produit pas de précipitations. Vous pouvez avoir un front chaud qui remonte par le sud-ouest, par exemple, en été, et qui précède évidemment une advection d'air chaud par le sud-ouest, mais cet air chaud est totalement inoffensif, mais il peut effectivement changer la masse d'air et précéder cette advection d'air chaud qu'on ne pourrait pas forcément détecter directement parce que vous n'avez pas un véritable changement de temps dans le ciel. Vous avez, entre guillemets, simplement une augmentation de la température. Et ça peut être l'inverse donc en hiver avec tout simplement un front froid qui s'enfonce dans le nord, qui est tout simplement inactif, mais à l'arrière, eh bien, vous allez avoir bien sûr la température qui va baisser, mais vous allez aussi avoir eh bien, de l'air froid qui va s'engouffrer, qui sera donc plus sec, et vous allez aussi avoir un changement de temps dans le ciel. Donc, parfois, traquer les fronts à travers le point de rosée, ça peut être quelque chose de très intéressant, car nous allons pouvoir observer un changement de temps, même si tout simplement il ne pleut pas, et si même parfois les fronts sont particulièrement inoffensifs, avec seulement quelques restes de nuages. Donc voilà l'objet de ce décryptage météo numéro 39. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas encore de mettre des pouces bleus pour le référencement et de partager, de vous abonner avec la clochette, de ne pas hésiter à poser des questions. Je vous donne rendez-vous pour le direct météo numéro 8 de ce 6 novembre pour parler donc du mois d'octobre qui s'est terminé. Nous allons évidemment beaucoup parler, encore une fois, sans doute de Mélissa, faire un petit point là-dessus et faire un résumé donc du mois d'octobre. Et je vous donne rendez-vous évidemment aussi pour le prochain décryptage météo numéro 40 qui aura lieu lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!